Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le durcissement de ton des dockers qui sont des manutentionnaires au port autonome de Douala. Après l'échec des négociations, ils ont déserté la plateforme portuaire pour descendre dans la rue pour crier leur colère face au manque de considération de leurs revendications portant entre autres sur l'amélioration générale de leurs conditions de travail. La multiplication des opérateurs de télécommunications et de téléphonie mobile n'a vraiment rien changé au coût d'accès à l'Internet. Il demeure élevé et coûte encore cher au Cameroun. Le faible taux de pénétration d'Internet plombe davantage le développement de l'économie numérique. Une série de reportages et d'analyses mettent en avant les points faibles du Cameroun et le manque d'encadrement des startups qui innovent pourtant dans le secteur des nouvelles technologies. On en parle dans ce journal. Après 4 jours de révolte militaire, un calme précaire règne à Bouaké et Abidjan en Côte d'Ivoire. Les soldats mutants ont signé un accord secret avec le gouvernement avant de rentrer dans les casernes. Cette multiplication des mutineries suscite des interrogations sur l'avenir sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont à nouveau descendus dans la rue pour crier leur colère face au manque de considération de leurs revendications, portant entre autres sur l'amélioration générale de leurs conditions de travail. Il s'agit des dockers qui sont des manutentionnaires au port autonome de Douala après l'échec des négociations avec les autorités administratives, mais aussi le groupement professionnels des aconniers du Cameroun. Ils ont à nouveau durci le ton pour mettre la pression sur leurs employés. Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Les gars. Zéro prise en compte de leurs revendications, zéro travail. C'est la décision que l'ensemble des travailleurs dockers ont pris ce 16 mai, eux qui se sont réunis en grand nombre à l'ancienne direction générale des douanes à Douala. Ce durcissement de ton des dockers fait suite à l'échec des négociations entamé entre le groupement professionnel des aconniers du Cameroun d'une part et les dockers d'autre part au port autonome de Douala. La réunion d'hier, lundi le 15, était qu'on allait là-bas, c'était pour rapporter, pour avoir un succès de nos réclamations. Donc on n'allait plus là-bas pour aller discuter ou débattre. C'était pour qu'ils nous disent que par rapport au point que vous avez souligné, voilà ce qu'on a d'abord vu qu'on doit d'abord vous donner. Et ce qui n'a pas été, et ce qui n'a pas eu lieu. D'après le leader des grévistes, le groupement professionnel des aconniers du Cameroun a entamé les négociations avec le port autonome de Douala en leur absence. Par conséquent, aucun accord n'a été trouvé. La position du docker, que le docker a accepté, le docker a dit qu'il faut qu'il rentre dans sa position, qu'il faut automatiquement qu'on laisse le travail. Parce qu'il nous avait demandé de reprendre le travail, on a repris le travail. Et qu'on doit attendre lundi, on doit nous donner ce qu'on nous a demandé. Lundi, là, qui était hier, ils n'ont rien demandé. Les manutenciers nous ont par ailleurs fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus être pris en charge par le groupement professionnel des aconniers du Cameroun, mais plutôt par le port autonome de Douala. On ne veut plus le GEPAC. Si déjà le GEPAC peut nous prendre, si le PAD peut déjà nous prendre en charge, on sera fiers. On n'a plus besoin du GEPAC. Ils souhaitent par ailleurs que leur situation soit prise en compte par la présidence de la République, tel que cela est inscrit sur une pancarte. Les dockers posent comme préalable à la reprise du service, entre autres le contrat d'assurance, la résolution des états généraux des dockers, le salaire de base ou encore la carte unique pour les travailleurs dockers. Environ 4000 dockers sont concernés par ce débrayage entamé le 11 mai qui se poursuit. Un circuit de trafic de chanvre indien et de recel de motos a été identifié et démantelé dans une banlieue de Douala. La police dit avoir identifié parmi les présumés membres de ce gang de malfrats des repris de justice. Le récit des faits avec Julienne Berthe-Bissaille. Bouffée d'air fraîche pour les populations installées à PK19 à Douala. Ces dernières viennent d'être libérées de 5 présumés malfrats qui semaient la terreur dans ce quartier. La nuit de mardi à mercredi, un collègue de la même association nous a fait part qu'il a été victime d'une
d'un braquage. Il a été menotté, attaché, bon, sa moto a disparu. Suite à cet événement, nous nous sommes immobilisés comme d'habitude. On a démantelé tout le réseau et on a pu mettre main à ce grand de braquage. Les forces de l'ordre présentent certains comme des repris de justice, tandis que d'autres clament leur innocence. Je ne sais absolument rien ce qui m'amène ici. Les gars sont venus arranger la moto chez moi, la moto avec crevaison, et ça n'a pas de pression. Et après 1 heure du temps, on vient récupérer cette moto. Voilà quand je me retrouve ici là. Je suis mécanicien de profession. Aux dernières heures de leur arrestation, ces hors-la-loi détenaient 17 paquets de chanvre indien, 3 motos, 2 couteaux, un téléviseur, un lecteur DVD et plusieurs produits agroalimentaires. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par le commissaire Mignem, ces présumés malfrats méditent leur sort dans les cellules du commissariat 17e. Elles ont perdu le sommeil depuis le retour des premières pluies. Ce sont des populations résidant dans les zones marécageuses de Colbison à Yaoundé. Elles subissent des inondations à chaque averse de pluie. Les dégâts matériels sont importants et l'inquiétude prend de l'ampleur au regard des scénarios catastrophes vécus durant la grande saison de pluie l'année dernière. Comment ces populations s'organisent en cette période de tous les dangers? Réponse dans ce reportage de Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. C'est un cri de détresse lancé par les habitants d'Onkolbison à Yaoundé, au lieu dit entre échangeurs et Karamba, en cette période de saison pluvieuse où les inondations font des ravages dans les habitations. Les inondations sont toujours là. Les premières pluies de mai là, je ne connais pas bien la date, mais ça a inondé. Ça a inondé même jusqu'à dedans. Depuis que les pluies ont commencé, on a déjà eu une inondation une fois. L'eau est entrée, mais pas dans le salon, dans les chambres. Donc comme ma chambre que vous avez vu dehors, l'eau était entrée dedans. Ici, sur les murs des domiciles touchés, des traces indiquent à suffisance la hauteur des eaux. Et c'est en victime résignée que certains habitants essayent tant bien que mal de résoudre cette équation. On a mis les machins, les planches en haut. On pose les choses là, on superpose les lits, on pose les choses là. L'eau est ici en bas. Quand il finit de pleuvoir, l'autre descend, on enlève l'autre. Comme il y a les placards partout, on roule nos matelas, on pose ça en haut, des placards. Les choses qui peuvent mouiller, les téléviseurs, on pose ça en haut. C'est quand on voit déjà que le derrière là inonde déjà, bon, on commence à monter les choses en haut, à ranger les choses. Une situation qui s'apaise peu à peu depuis le début des travaux d'aménagement du principal cours d'eau du coin. Bon, on peut dire que le problème a été résolu, mais on a notre petit problème, c'est que on aimerait qu'on puisse agrandir le lit de la rivière parce que c'est vraiment bouché là. Et avec le temps, avec notre incivisme et tout le reste, on se dit que les problèmes vont continuer. Donc si on peut dégager le lit de la rivière, ça va permettre que les eaux circulent normalement. Depuis le retour des pluies, les populations de ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé 7 se battent du mieux qu'elles peuvent pour que l'eau n'entre pas dans leurs domiciles respectifs et ce, devant le regard ignorant des pouvoirs publics. Depuis Colbison, plus précisément Karamba, pour Equinox Télévision, Emmanuel Diop, Yannick Mbazoua. À présent, les images d'un incendie survenu très tôt ce matin dans un marché situé à Bamenda, dans la région du Nord-Ouest. L'on note que près de 4 boutiques et une buvette sont parties en fumée dans la nuit au marché de Bamenda-Kwen, dans la région du Nord-Ouest. L'origine des flammes reste inconnue, mais les populations soutiennent qu'il soupçonnent un incendie, une main criminelle, due au refus de certaines personnes de cette partie de la ville de respecter le mot d'ordre de grève relatif à la ville morte qui pèse également sur la capitale régionale du Nord-Ouest. Près de 4 boutiques parties en fumée et une buvette, des commerçants qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer face aux énormes dégâts matériels enregistrés, pas de perte en vie humaine. Des enquêtes qui se poursuivent du côté de la police pour déterminer les causes réelles de cet incendie. Restons dans la région du Nord-Ouest où le gouvernement a essuyé plusieurs critiques en raison de la dégradation des routes autour de Bamenda. Le ministre de l'économie
Le ministre des Travaux publics, vous le voyez en image, en discussion avec le chairman du SDF, s'y est rendu pour annoncer le lancement des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, du contournement de la falaise de Bamenda et la traversée urbaine du chef-lieu de la région du Nord-Ouest sur un financement conjoint de la Banque mondiale à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA. Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui est dans la région du Nord-Ouest, pour également évaluer les programmes d'entretien routier. Au sujet de cette route dégradée entre Babadjou et Bamenda, je vous propose de suivre un conducteur qui a l'habitude de faire cette ligne, un automobiliste qui revient sur les difficultés à pouvoir effectuer le parcours entre Babadjou et Bamenda dans la région du Nord-Ouest. C'est bon. Moi c'est monsieur Chofo, c'est un autre Chofo. Donc je suis taximan, je fais le transport ici là. Bon, pour la route là, nous ne parvenons même pas à nous en sortir. D'autant plus avec les acrobaties de la route, les creux partout, on se trouve comme ça au marché Njengso. Vous-même, si vous pouvez constater avec l'état de la route, les creux partout, les chauffeurs chargent même en route comme ça là. Donc, pour arriver à bout et puis ça devient même un parcours de combattants. Pour les creux qui sont en route là, on ne parvient plus à s'en sortir. Avec la route là, si, bon, je me dis que comme le ministre nous avait promis la route pendant, tu vas faire ça après un mois. Nous sommes plus aujourd'hui en mai depuis janvier. Nous attendons aussi ça pour voir si ça va se réaliser. Et les pneus, nous, cassent les gens de partout, les pneus. Donc on ne sait même pas comment ça se passe avec le gouvernement. Vous l'avez suivi, l'appréhension des populations de Bamenda. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganou-Djoumessi, séjourne justement dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Il a annoncé ce matin le lancement des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, du contournement de la falaise à Bamenda et la traversée urbaine de la capitale régionale du Nord-Ouest sur un cofinancement de la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Malgré la multiplication des opérateurs de télécommunications, le coût d'accès à Internet demeure encore élevé. Le faible taux de pénétration d'Internet au Cameroun plombe davantage le développement de l'économie numérique. À l'occasion d'un forum international qui se tient à Yaoundé, des experts ont identifié les points faibles du Cameroun. Il s'agit de l'insuffisance des infrastructures et l'incapacité des pouvoirs publics à assurer une bonne régulation de tous les domaines d'activité dans lesquels interviennent l'économie numérique. Emmanuel Diop, Joël Essengue et Ike Cyril. Yaoundé abrite le Forum international sur l'économie numérique au Cameroun. Mais de quelle économie numérique s'agit-il si Internet continue d'être inaccessible au Cameroun? Internet, c'est le pilier de l'économie numérique. Il n'y a pas d'économie numérique sans avoir Internet, sans avoir accès à Internet, entendez. Il faut que nous fassions tout ce qui est de notre possible pour mettre en place les infrastructures. Il faut que la gouvernance puisse changer, puisse s'adapter, puisse se transformer, puisse se métamorphoser même. Les experts réunis à Yaoundé sont d'avis que sans Internet, on ne saurait parler d'économie numérique. Ce d'autant que il est arrivé que Internet soit coupé au Cameroun pendant de longs moments, comme c'était le cas récemment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un danger. Imaginez que vous, qu'un matin, vous leviez et que tous vos fichiers sont bloqués dans tous les ministères, inclus les ministères sensibles du Cameroun. C'est un pays qui serait paralysé. C'est pour ça qu'il faut davantage investir dans la recherche, exploiter la matière grise du génie camerounais pour se protéger effectivement de ce genre d'attaques et de problèmes dans le futur. Autre frein à l'accès à Internet au Cameroun, c'est le coût très élevé de la connexion qui résulte de l'absence de régulation. Le régulateur doit faire son travail, mettre véritablement en place un système qui permette une concurrence, et une concurrence loyale bien sûr, mais une véritable concurrence. Ce n'est qu'à ce prix que les coûts d'accès peuvent baisser. Il faut précisément que le régulateur joue pleinement son rôle. Et je suis au regret de constater que ce n'est pas encore le cas chez nous. Au final, il est question de revoir la stratégie et de réorienter les investissements. Si vous me donnez la liste des 5 produits importés en Afrique,
vous allez voir que c'est des produits comme les véhicules, les ordinateurs, et que tous ces produits sont faits par l'homme. Mais si vous regardez la liste de 5 produits exportés du Cameroun, vous allez voir que c'est le bois, le cacao, le coton. C'est des produits donnés par Dieu. Ce qui veut dire que nous n'avons aucune valeur ajoutée dans ces produits. Et c'est pourtant dans ces valeurs ajoutées que se trouve la richesse et le développement. Et je veux que dans le monde numérique, qu'on comprenne ces erreurs du passé et qu'on s'engage véritablement à être des producteurs dans le domaine numérique. Le forum qui se tient à Yaoundé ambitionne de transformer l'environnement afin de le rendre propice à la création et au développement des entreprises dans le secteur du numérique au Cameroun. Ce forum international sur l'économie numérique est une occasion d'apprécier le génie créateur des promoteurs des startups camerounaises. Ils ont exposé leurs innovations devant un public admiratif de l'impact des nouvelles technologies sur leur quotidien. Ces jeunes pétris de talent se battent tout seuls pour exister sans aucun accompagnement de la part des pouvoirs publics. Joël Essenge et Ike Cyril. Dans les stands du Forum international sur l'économie numérique au Cameroun, de jeunes start-upers exhibent leurs projets dans le domaine du commerce en ligne. Le projet, c'est CacoCase. CacoCase, c'est une solution qu'Icon a développée qui permet de déployer des sites de e-commerce en 5 minutes. Nous nous sommes rendus compte que les gens vendent de plus en plus en ligne. Si vous avez une page Facebook, vous allez vous rendre compte que vous avez des renvois de est-ce que vous pouvez acheter. Mais très honnêtement, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir un espace qui est exclusivement consacré à la vente? Quelque chose qui intègre toutes les modalités qui sont liées à la vente, c'est-à-dire les images, les prix et surtout les moyens de paiement directement. C'est ça CacoCase. Dans le domaine de l'éducation, mon start-up s'appelle Sudécole. Donc Sudécole a pour objectif de faciliter l'accès à l'éducation au Cameroun, à une éducation de haute qualité et faciliter aussi l'information sur l'éducation parce que nous avons beaucoup d'opportunités mais parfois les jeunes ne savent pas où aller pour se former. Nous avons déjà travaillé sur au moins 5 plateformes. Et aussi dans le domaine des transferts en ligne. Moi, c'est un peu comme un jeune qui s'adresse à son aîné. Moi, ça veut dire envoie-moi. En langage des Camerounais, jeunes Camerounais, envoie-moi. C'est un peu comme une application de course connectée qui met en interaction acheteur, fournisseur et coursier. Donc vous entrez dans la plateforme, vous contactez votre fournisseur de biens et services. Vous faites la course, vous payez en ligne. Ensuite, vous contactez un coursier géolocalisé le plus proche possible. Vous va charger de la livraison contre une commission de 500 francs. C'est donc dire que sur le plan de la compétence, la jeunesse camerounaise n'a rien à envier aux autres. Ça me donne beaucoup d'espoir et de fierté. Je pense que les jeunes Camerounais sont à la hauteur de devenir des vrais producteurs dans cette économie. La jeunesse camerounaise ne se retrouve pas à être des consommateurs des produits numériques. Que nous soyons véritablement des producteurs. Le défi serait alors celui de fédérer toutes ces initiatives. Le défi, c'est de pouvoir fédérer les projets. Les initiatives sont très dispersées. Et si le gouvernement camerounais cherche à fédérer ces projets, ce serait un pas de plus. Les jeunes qui exposent leur savoir-faire au Forum international sur l'économie numérique attendent justement un accompagnement du gouvernement. L'application sera bientôt disponible, mais si nous traînons la chose de l'application, parce qu'on a un besoin de financement très élevé, parce que c'est une application lourde. On parle de plusieurs fonctionnalités, une sorte de WhatsApp de la course, une application qui va jusqu'à 15 000 € de débit. Donc c'est aussi pour ça que nous sommes là, c'est pour avoir les financements auprès du gouvernement. Nous attendons des pouvoirs publics qu'ils nous soutiennent dans nos initiatives en nous permettant de rencontrer directement des investisseurs. Nous attendons un peu plus de compréhension même du métier parce qu'on a encore l'impression pour le moment qu'on parle d'économie numérique, mais on ne se rend peut-être pas encore compte à quel point cette économie sera importante pour le développement de notre pays. Nous attendons des soutiens aussi sur le plan juridique parce que c'est le gouvernement qui reconnaît notre start-up et si nous facilite la tâche, ça va aller plus vite. Comment réussir l'économie numérique au Cameroun? C'est le thème du forum qui se tient à Yaoundé, avec l'espoir que les pouvoirs publics vont prêter attention aux initiatives portées par la jeunesse.
Parmi des milliers d'élèves qui frappent aux portes des lycées, certains candidats sont arrivés en retard au concours d'entrée en 6e dans la localité de Mbanga. D'autres ont même oublié leur carte d'identité scolaire, mais ils ont bénéficié de la clémence des chefs d'établissement, Jacques Molon et Gladys Sidier. Plus de peur que de mal pour ces élèves qui courent afin de rejoindre leurs camarades dans les salles d'examen au lycée technique de Banga. Après vérification de leur identité, ils peuvent avoir accès en salle. Certains candidats se sont présentés sans carte d'identité scolaire et sans récépissé. Ils ont tout de même été admis en salle parce que leur nom figurait bien sur la liste des candidats inscrits. Le lycée technique, cette année, reçoit 325 candidats répartis dans 2 sections différentes. Il y a un candidat qui venait de Compina, qui avait le récépissé, et il n'était pas en position de sa carte d'identité. Il a composé parce que le directeur, semblerait-il, leur aurait dit que les cartes d'identité serviraient pour le CEP. Il est en salle, il compose. Sa maman était là, elle est rentrée rassurée. Au lycée bilingue de Banga, le proviseur se veut rassurant. Les épreuves se sont déroulées dans la sérénité et dans de bonnes conditions. Sur 435 candidats, je crois que tout a bien démarré. Il n'y a pas de problème particulier. Je n'ai pas encore eu de pleurs des enfants qui n'ont pas trouvé leur nom ou ceux qui ont oublié leur carte d'identité. Beaucoup de salles. Tous les enfants sont assis. La compréhension de texte, c'est la première épreuve qui a été présentée aux candidats. La première épreuve, c'était facile. J'ai choisi l'enseignement technique pour devenir électricien. La première épreuve était facile. J'ai choisi l'enseignement technique parce que j'ai voulu. Ce sont des milliers de futurs lycéens qui frappent aux portes de l'enseignement secondaire. Ils présentent leur premier examen et au bout du compte, seuls les meilleurs seront déclarés admis. Malgré l'importance de ce concours d'entrée en 6e, quelques cas d'absence ont été révélés dans les différents centres d'examen situés dans la capitale économique du Cameroun. Cela n'a pas pour autant perturbé le déroulement des épreuves durant cette mi-journée. C'est le constat que font Farel Bougna et Donald Agnouzouar dans ce reportage. Ils étaient 786 candidats au lycée d'Akwa. Sur les 797 attendus, à prendre part aux épreuves écrites relatives à la session 2017 du concours d'entrée en 6e. Ces élèves venus du primaire et qui frappent aux portes du secondaire abordent avec le plus grand sérieux les sujets à l'ordre du jour. La première épreuve consacrée à l'étude des textes en est à sa 45e minute quand le bureau des examens dresse le bilan à mi-parcours. Tout se passe dans de bonnes conditions. Les précautions que nous avons eu à prendre, nous avons la sécurité déjà qui est au portail. Nous avons les enseignants qui sont venus à temps, les élèves sont venus à temps. Au lycée bilingue de Bepanda, le Common Entrance Examination pendant du concours d'entrée en 6e en français, organisé cette fois par le ministère de l'Éducation de base, est déjà sur les rails. Les candidats affrontent l'épreuve d'anglais sous le contrôle des examinateurs. Chaque classe, chaque salle est munie de 2 surveillants qui, un devant, un derrière, veillent sur le travail des élèves, sur le fait que ceux-ci soient vrais et qu'il n'y ait pas de tricherie. L'on relève aussi quelques absences sans grandes conséquences sur le déroulement de l'examen. En général, ou bien en moyenne, 98% de taux de participation. S'il faut être plus précis, Bepanda A a eu 99,54% et Bepanda B 98,24% de taux de participation. Au final, c'est dans le calme et sans incident majeur que s'est déroulé le concours d'entrée en 6e dans les lycées d'Akwa et de Bepanda. Ce n'est plus le parfait amour entre des sénateurs de la Chambre haute du Parlement et des élus locaux à l'extrême nord du Cameroun. Les maires ont profité d'une tournée parlementaire pour critiquer l'inertie de la part des membres de la Chambre haute du Parlement. Reportage Amadou Daïrou et Gladys Sidier.
Pour les maires et conseillers municipaux de la région de l'extrême nord, il ne fait aucun doute. Les sénateurs sont déjà en pleine campagne électorale en vue des échéances de 2018. Ces sénateurs, déclarent les maires, ont brillé par leur inaction depuis leur entrée en fonction, oubliant leur mission principale. Ils étaient en train de nous donner le bilan, ce qui se passait à Yaoundé pendant les 4 ans. Mais sur le terrain, nous trouvons que les réalisations sont obsolètes. Parce qu'on ne voit pas, ne serait-ce que les tables bancs dans nos établissements secondaires ou primaires, on n'en a jamais bénéficié d'un sénateur. Dans notre cas, dans le Maïk Sanaga, nous avons un sénateur. Mais même les appuis aux appuis, que ce soit même dans les centres de santé intégrés, ils pouvaient le faire, pas seulement des données à l'individu. Dans tous les 6 départements que compte la région de l'extrême nord, aucune action menée par les sénateurs n'a été enregistrée. Pourtant, les populations vivent dans des conditions extrêmement difficiles, surtout avec les exactions de Boko Haram. Quand on parle de la communauté, quand on parle des sénateurs, parce que les sénateurs représentent toute une région, soit un département. Mais quand un sénateur vient dans sa région, il est tenu quand même à aller rendre visite ou alors à appuyer financièrement ou matériellement certains centres de santé intégrés, certains établissements secondaires ou primaires, pour qu'on puisse quand même savoir qu'effectivement nous avons les sénateurs. Pour justifier leur inertie, depuis 4 ans, les sénateurs mettent en avant le contexte d'insécurité. C'est pas la campagne, parce que le compte rendu doit se faire tout à fait au début de l'élection. Et nous avons dit que si nous ne sommes pas venus depuis 4 ans, c'est compte tenu de l'environnement sécuritaire. Et donc maintenant, cet environnement sécuritaire nous a donc permis de descendre. Voilà. Bon, chacun peut interpréter les choses comme il veut. Sur les 10 sénateurs que compte l'extrême nord, 7 étaient présents pour cette tournée parlementaire. Ils se sont rendus dans le camp de réfugiés de Minawawu où ils ont remis des dons, en majorité des denrées de première nécessité. La nouvelle distinction honorifique attribuée au chef supérieur Bamanjou suscite déjà quelques controverses. Élevé à la dignité de grand cordon, Sa Majesté Sokudjou est soupçonné de recevoir des cadeaux et des faveurs reflétant une certaine collusion avec le pouvoir de Yaoundé. L'autorité traditionnelle a réitéré sa fermeté face à la mauvaise gouvernance qui gangrène le Cameroun. Il s'est également prononcé, Sa Majesté le chef supérieur Bamanjou, Sokudjou s'est prononcé sur la crise anglophone qui perturbe le Cameroun depuis près de 6 mois. Reportage d'Alaskana et Jean-Paul Chouniat. C'est le chef traditionnel le plus craint et le plus respecté de toute la région de l'Ouest, voire du Cameroun, pour son indépendance d'esprit, sa liberté de ton et de pensée. À la cérémonie de présentation de sa médaille de grand cordon, Sa Majesté Sokudjou Jean Rameau Philippe interpelle tout d'abord le gouvernement sur la crise anglophone, une menace sur l'unité nationale. Dans son discours, le faux débat Bamanjou déplore la corruption endémique érigée en mode de gouvernance dans l'administration publique. Aussi, je condamne le comportement de certains compatriotes pour qui le détournement des derniers publics n'est plus un acte regrettable, mais un exercice de pouvoir. Au-delà des exactions de Boko Haram à l'extrême nord, Sa Majesté Sokudjou s'inquiète de l'avenir du Cameroun dans un contexte de globalisation de l'économie mondiale. Nos colonisateurs politiques d'hier gagneront contre nous toutes les batailles économiques. Le nouveau langage du partenariat économique ne nous trompe pas. Depuis son intronisation, le jeune Sokudjou fit de la défense des intérêts du Cameroun son cheval de bataille dès l'âge de 15 ans. Tenant tête aux colons français, au premier président Amadou Ahidjo, tous tenaces dans l'extermination des nationalistes, Omniobe, Ernest Ouandie, Félix Moumié et bien d'autres. Les rapports du chef Sokudjou n'ont pas été des plus cordiaux avec Paul Biya. Mais 35 ans après son arrivée au pouvoir, il élève Sa Majesté Sokudjou à la prestigieuse dignité de grand cordon, une reconnaissance de la patrie pour sa défense des causes nobles. D'aucuns ont vite fait de lire un rapprochement au RDPC, parti au pouvoir, et Sa Majesté Sokudjou, tout en remerciant le chef de l'État, met les points sur les i. En ce temps-ci, j'avais dit à bien respect, malgré le sentiment que je lui avais dit depuis pas longtemps en France et par le ministre. Donc, à deux points, nous sommes ensemble au Parlement. Et nous serons toujours au Parlement. Et nos camarades vont vivre ici. Que je lui dis qu'on dit sur moi et que je reste égal à moi. Personnage charismatique, adulé,
atypique, controversé, ondoyant et parfois incompris par ses populations et les gouvernants. Sokoudou Jean Rameau Philippe, âgé de 79 ans, a succédé à son père en février 1953. 64 ans de règne sur le groupement Bamidjou, record actuel de longévité de tous les chefs traditionnels de l'Ouest. La cote d'alerte est atteinte dans l'espace maritime du golfe de Guinée. Les attaques des pirates se multiplient et ont doublé pratiquement entre 2015 et 2016. Face à cette recrudescence de l'insécurité maritime, la Marine nationale met en service son navire amiral, le 10 Picard, qui a été présenté à Douala. Reportage Étienne Pascal Azégué. C'est dans la stricte tradition militaire que ce nouveau patrouilleur, le Cameroun Navy Ship 10 Picard, a été réceptionné par le chef d'état-major de la Marine nationale. Le navire de fabrication française est long de 52 mètres et 9 mètres de large. Il est propulsé par 2 moteurs principaux de 2500 chevaux chacun. Ce patrouilleur fait partie des toutes dernières trouvailles en matière de surveillance des côtes et de lutte contre toutes sortes de trafics maritimes. La particularité de ce navire, c'est qu'il est doté d'un dispositif d'épandage qui lui permet, n'est-ce pas, de faire de la lutte anti-pollution, notamment la pollution à l'occasion de déversements accidentels d'hydrocarbures. Et il a toutes les capacités, n'est-ce pas, pour faire face actuellement à la menace de la piraterie maritime qu'on a connue sur nos côtes. La Marine nationale peut enfin se vanter d'être désormais en mesure de mener à bien les 3 fonctions opératives de toute marine de guerre à l'heure de la mondialisation que sont la projection des forces, la projection de la puissance et la maîtrise de son espace maritime. Ce patrouilleur, qui est un bâtiment de service public, n'est-ce pas, a la capacité d'effectuer toutes les missions qui interpellent la marine dans sa dimension hauturière. Les missions de surveillance, les missions de protection et de défense, les missions de service public. Le Cameroun Navy Ship 10 Picard fait partie des 4 patrouilleurs qui vont en mission de représentation à Calabar au Nigeria, à Pointe-Noire au Congo, à Malaba en Guinée équatoriale et à Libreville au Gabon. Les étendards ont d'ailleurs été remis au capitaine des 10 patrouilleurs par le chef d'état-major de la Marine nationale qui représentait le ministre délégué à la Défense à cette cérémonie. Après 4 jours de révolte militaire, un calme précaire règne depuis ce mardi matin à Bouaké et Abidjan en Côte d'Ivoire. Les soldats mutins disent avoir signé un accord secret avec le gouvernement avant de rentrer dans les casernes. Cette mutinerie enregistrée en l'espace de 3 ans, la 3e enregistrée en l'espace de 3 ans, révèle des batailles souterraines dans les cercles du pouvoir en vue d'un contrôle politique. Des sources révèlent que les mutins ont obtenu le paiement d'une partie de leurs revendications et la suite serait pour le mois de juin. Vous le voyez, c'était les images de lundi où les banques étaient fermées à Abidjan et à Bouaké également. Et depuis ce mardi matin, la situation est revenue au calme selon les dernières nouvelles. Cette multiplication des mutineries en Côte d'Ivoire suscite des interrogations sur l'avenir sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On en parle dans une poussière de secondes. Je reçois sur ce plateau Edmond Kamgia, bonsoir. Bonsoir Cédric. Vous êtes journaliste, chef de la section politique internationale à la Nouvelle Expression, mais aussi consultant pour Equinox Télévision. Ils sont retournés ce matin dans leur caserne après avoir signé un accord secret avec le gouvernement. Il s'agit des soldats mutins ivoiriens qui ont, pendant 4 jours, effectué des bruits de bottes et d'armes à feu qui ont plongé la population dans une panique générale. De quoi il s'agit concrètement? Quel est cet accord secret qui a été signé avec le gouvernement ivoirien? Avant de parler de cet accord secret qui met fin à 4 journées terribles, et j'allais dire même horribles, parce qu'il y a eu quand même au moins 2 morts et des blessés en Côte d'Ivoire, il faut donner l'identité de ces personnes, de ces soldats mutins. Il s'agit de 8400 soldats mutins, ceux-là même qui, selon l'un de leurs porte-parole, ont porté Alassane Ouattara au pouvoir en 2011. Ils l'ont dit, si on les écoute bien, je cite, l'un d'eux a dit « Ce n'est pas un coup d'État, nous ne voulons pas le départ d'Alassane Ouattara, on veut seulement qu'il paye nos primes. »
Fin de citation. Et le président ivoirien avait pris cet engagement en janvier 2017 d'améliorer les conditions de la vie des soldats après un débrayage également, une mutinerie qui avait eu lieu en janvier. Mais comment comprendre que le mouvement reprenne encore et que les mêmes plaintes ressurgissent en mai 2017, quelques mois seulement après? Oui, d'abord, il faut dire qu'en janvier 2017, il y a eu un concours de circonstances qui peut expliquer d'une certaine manière pourquoi il y a eu la mutinerie en janvier. Il y a eu, à la faveur de la réforme constitutionnelle en Côte d'Ivoire, la nomination pour la première fois dans l'histoire de ce pays-là d'un vice-président de la République en la personne de Daniel Kablan-Duncan. Et il faut dire qu'avec la nomination d'un vice-président de la République, cela a ouvert, n'est-ce pas, le jeu politique dans le cadre des batailles souterraines, des grandes manœuvres pour la succession d'Alassane Ouattara en 2020. Quel est le lien entre cette mutinerie et justement l'architecture politique ivoirienne qui a été revue avec la nomination de Daniel Kablan-Duncan comme vice-président de la République de Côte d'Ivoire? Effectivement, pour dire que ces mutins-là qui en janvier ont manifesté et ont obtenu la promesse du paiement de 12 millions de francs CFA et ont eu une partie, c'est-à-dire 5 millions de francs, ils attendaient donc d'obtenir le reste, c'est-à-dire 7 millions. Et cet accord qu'on dit secret, en fait, il s'agit probablement de payer cet argent, mais en tranches. C'est le nombre de tranches qui n'est pas encore connu, mais le principe est retenu, selon le ministre de la Défense, selon le président Alassane Ouattara, qu'il faut les payer. Parce que ce sont eux qui sont ceux-là même qui l'ont porté au pouvoir à un moment critique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et en ce qui concerne donc les liens de l'architecture politique qui change ou alors qui est en mouvement en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que dès lors que le vice-président a été nommé, il est donc bien parti pour succéder à Alassane Ouattara dans le cadre de la réforme constitutionnelle. Parce qu'il faut imaginer le scénario, tous les scénarios possibles, à commencer par celui selon lequel Alassane Ouattara, à tout moment, peut décider, même avant 2020, de quitter le pouvoir. Et à ce moment-là, il sera immédiatement remplacé par Daniel Kablan-Duncan. Et tous ceux qui ambitionnent de le remplacer, justement, et pourquoi cette ils sont nombreux. Dérange. Qui est le plus perturbé par cette nouvelle configuration du paysage politique en Côte d'Ivoire? D'abord, il faut donner les personnalités majeures, ou alors les camps politiques majeurs en Côte d'Ivoire qui visent à remplacer Alassane Ouattara. D'abord, il y a le rassemblement des oufouettistes, au sein desquels il y a deux grandes formations politiques. Le rassemblement des Républicains, le RDR, le parti d'Alassane Ouattara. Et dans ce parti-là, il y a des personnalités qui comptent. Je pense à Ahmed Bakayoko, je pense à l'actuel Premier ministre qui est bien positionné, Amadou Gon Coulibaly. Mais il y a aussi, au sein du rassemblement des oufouettistes, ça c'est l'un des camps, il y a le PDCI qui estime que le moment est venu de retourner l'ascenseur. Parce que pendant les 2 mandats d'Alassane Ouattara, dont le second s'achève bientôt, le PDCI, avec Henri Konan Bédié, a systématiquement demandé de voter pour Alassane Ouattara. Or, au sein du PDCI, il y a la vieille garde, mais aussi les jeunes loups qui estiment venu leur moment de prendre le pouvoir. Ça, c'est un seul camp. Ça, c'est le premier camp. Mais il y a un deuxième camp. Il y a le camp de l'opposition qui est segmenté également en 2 parties. Avant qu'on arrive à l'opposition, il y a un acteur aussi important dans cette situation que vit la Côte d'Ivoire. C'est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, qui lui aussi est un acteur qui est influent dans les mouvements observés depuis quelques mois. Effectivement, on ne peut pas analyser la situation politique en Côte d'Ivoire sans parler de Guillaume Soro, pour le rôle historique qu'il a joué pour permettre à Alassane Ouattara de prendre le pouvoir. N'oublions pas qu'il était quand même à la tête du MPCI, le mouvement populaire de Côte d'Ivoire. C'est lui qui était à la tête des forces nouvelles. C'est lui qui a commandé à une période donnée le gros des troupes des mutins qui se sont déversés dans la rue en janvier et il y a quelques jours. Donc, c'est quelqu'un qui va jouer, qui a joué et qui peut jouer et qui a ambition de jouer un rôle de premier plan en 2020. Mais quand les mutins, ces soldats mutins disent « nous ne sommes pas là pour renverser le président ivoirien », ça veut dire qu'il y a des craintes et des peurs relatives à un coup d'État qui est dans l'air, une tentative de coup d'État en Côte d'Ivoire. L'on craint que ces ex-rebelles puissent encore se soulever à nouveau contre celui qu'ils ont pourtant accompagné jusqu'à la victoire finale en 2012. Il faut comprendre une chose. Lorsque l'un des mutins, l'un des porte-parole dit « ce n'est pas un coup d'État »,
nous avons porté Alassane Ouattara au pouvoir, nous demandons seulement nos primes et nous rentrons dans les casernes. Je pense qu'Alassane Ouattara a très bien compris le message. C'est la raison pour laquelle il n'hésite pas à honorer ses engagements. Quel est le message qu'ils envoient au président de la République? Le président de la République a donné le sentiment à Alassane Ouattara en janvier 2017, mais aussi au début du mois de mai, lorsqu'un représentant de l'armée ivoirienne a fait savoir qu'il devait abandonner les revendications financières lors d'une cérémonie officielle devant Alassane Ouattara, lui qui a pris l'engagement d'améliorer les conditions de vie des soldats. Est-ce que ce nouveau débrayage, cette mutinerie, montre que le président n'a plus la main mise effectivement sur l'armée ivoirienne? Il faut comprendre, au-delà de l'interprétation ou des supputations que l'on peut apporter pour comprendre les mutineries successives en Côte d'Ivoire, il faut comprendre que Alassane Ouattara sait d'où il vient. Et ces gars, ces combattants, ces anciens mutins, anciens soldats, anciens rebelles, qui sortent dans la rue de manière fréquente et régulière, lui rappellent que n'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas qui t'a porté au pouvoir. C'est ça le principal message. Et je pense qu'il a très bien compris ce message. Et derrière ce message, il y a des personnes, il y a des figures politiques que Alassane Ouattara connaît très bien. Cela signifie, n'oublie pas tous ceux qui t'ont accompagné à prendre le pouvoir face à Laurent Gbagbo. Et ils sont très nombreux, et parmi lesquels celui que tu as cité, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Justement, durant le mouvement, la mutinerie qui a eu lieu en janvier, le président ivoirien a limogé le chef des armées, il a limogé celui de la gendarmerie et de la police. Quelles sont les conséquences de cette nouvelle mutinerie avec de nouveaux hommes qu'il avait pourtant placés à la tête de ces structures-là, qui devaient pouvoir encadrer, mieux encadrer ces mutins? Et l'on voit véritablement que les autorités ivoiriennes peinent à pouvoir encadrer cette armée régulière. Est-ce qu'elle est sous l'influence de d'autres jougs politiques en Côte d'Ivoire? Il faut comprendre la difficulté pour Alassane Ouattara d'avoir pris le pouvoir dans les conditions que tout le monde sait et d'avoir une armée composite, c'est-à-dire composée de personnel formé dans les grands instituts militaires, mais également formé d'anciens rebelles, dont pour certains la formation n'a pas été adéquate. Donc ce n'est pas facile. Il doit jouer en quelque sorte des équilibres entre ceux qui sont formés, disciplinés, et ceux qui ne le sont pas du tout. Et ce sont là les conséquences des situations de règlement de crise, c'est-à-dire la résolution des situations post-crise électorale, notamment le processus de DDR, la démobilisation, le désarmement et la réinsertion. Est-ce que cela a marché à 100%? Non. Comme partout ailleurs, il y a toujours des difficultés à démobiliser et à se rassurer. Quelles seraient les conséquences sociopolitiques dans les jours à venir de cette nouvelle mutinerie enregistrée en Côte d'Ivoire? L'une des conséquences au niveau de l'armée, c'est que quand le paiement effectif de la dernière tranche sera effectué, il faut s'attendre à ce que d'autres fronts au sein de l'armée, c'est-à-dire d'autres militaires, des forces spéciales ou d'autres segments de l'armée estiment que si c'est aussi facile d'affaiblir le chef de l'État ou de le rendre vulnérable ou de l'amener à céder, n'est-ce pas, à certaines revendications qui sont faites, cela peut également le mettre en difficulté à la Vous redoutez un effet contagion au sein de toute l'armée? Effectivement, il y a un effet domino, un effet contagion au niveau de l'armée. Et cela peut être l'une des conséquences à redouter dans la situation actuelle. Mais également, il faut s'attendre à ce que d'ici la fin du mandat d'Alassane Ouattara, il n'y a plus beaucoup de temps, à peine 3 ans, avec la conjoncture économique qui n'est pas très bonne, avec la chute du cours du cacao, qu'il puisse avoir un ralentissement au niveau des investissements. Parce que la Côte d'Ivoire était partie sur de bonnes bases, avec une croissance qui a été très appréciée partout à travers le monde, et cela pourrait avoir des conséquences sur la stabilité de la Côte d'Ivoire d'ici 2020. Justement, restons en Afrique de l'Ouest pour évoquer notre actualité assez importante. C'est la visite du président français Emmanuel Macron, nouvellement élu à la force française Barkhane installée au Mali. Comment expliquez-vous, analysez-vous cette première visite sur le sol africain pour une force Barkhane qui a été critiquée pour son intervention au Mali et qui n'a pas réussi à résoudre ce problème relatif au terrorisme dans la partie sud du Sahara, en Afrique? D'abord, il faut dire qu'Emmanuel Macron est dans la continuité par rapport au régime ou à l'administration de François Hollande. Continuité par rapport aux relations entre l'Afrique et la France. Et on voit bien les rapports qu'il a eus et qu'il a encore avec
l'actuel ministre de la Défense, en attendant la composition du nouveau gouvernement. Il a de très bon rapport. Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, peut-être sera-t-il maintenu, on ne sait pas encore. Mais toujours est-il que Emmanuel Macron est en train d'accomplir toutes ses promesses. Tout ce qu'il a annoncé, il est en train de le faire. Que ce soit la visite qu'il a effectuée à Berlin, que ce soit la visite qu'il va effectuer dans les jours à venir au Mali pour rencontrer l'opération Barkhane, qui, il faut le souligner, n'a pas reçu, n'est-ce pas, j'allais dire le visa du Parlement français, parce que pour beaucoup de Français, pour une certaine élite politique, cette structure est anticonstitutionnelle. Et pour l'Afrique, justement, cette opération Barkhane, que la France avait annoncée comme la solution idoine pour mettre fin au terrorisme dans le nord du Mali, mais aussi dans une grande partie du sud du Sahara. À ce jour, le terrorisme s'est plutôt amplifié et la France est quelquefois critiquée en raison de cette opération militaire, un interventionnisme assez poussé selon certains Africains. Comment entrevoyez-vous la réaction d'Emmanuel Macron par rapport à toutes ces critiques qui ont fusé durant le régime Hollande? Et on voit bien qu'Emmanuel Macron, je le disais tantôt, est dans la continuité, mais en même temps, on ressent le souci pour Emmanuel Macron de ne pas se détacher totalement des éléments qui font la grandeur ou la force de la France à l'extérieur, notamment la puissance de la France. C'est-à-dire, Emmanuel Macron, visiblement, est pour le maintien des bases militaires en Afrique. Emmanuel Macron, lorsqu'il va faire sa visite, ce sera pour valider et entériner l'opération Barkhane, dont la mission essentielle est de lutter contre le terrorisme dans le Sahel. Mais on voit bien qu'à travers l'action, j'allais dire ambiguë, de la France au Mali, parce qu'aujourd'hui, si à Kidal, malgré les efforts qui sont faits pour amener la stabilité ou la sérénité au nord du Mali, si la stabilité n'est pas encore rentrée pleinement, c'est en même temps parce que la France a un jeu assez trouble dans le règlement total de la crise au Mali. Parce que lorsqu'on parle d'opération Barkhane, cela part du Mali, de l'aménagement. Et aujourd'hui, le siège, l'état-major est au Tchad, au port du Cameroun. On se serait attendu normalement que l'opération Barkhane apporte suffisamment du secours, n'est-ce pas, à la force multinationale mixte, c'est-à-dire le front Nigeria, Tchad, Cameroun, qui lutte contre Boko Haram. C'est vrai, selon les sources qui nous reviennent, au niveau du renseignement, il y a un effort qui est fait, mais est-ce que Barkhane apporte tout ce qu'il faut pour que Boko Haram soit éradiqué? C'est l'une des questions qu'il faut se poser. Et cela permet justement à certains stratèges, à certaines analyses politiques de se dire, en réalité, les Africains, les Camerounais, les Tchadiens, les Nigérians doivent compter sur leurs propres forces pour éradiquer le terrorisme et éventuellement sur l'apport des pays amis qui sont sincères. Merci Edmond Kamga d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste chef de la section politique internationale à La Nouvelle Expression. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Ne manquez pas ce soir le rendez-vous des femmes dans Parole de femmes, une émission présentée par Julie Nguenyondé juste après ce journal. Merci de rester sur Equinox Télévision. Voilà ce qu'on a d'abord vu qu'on doit d'abord vous donner. Et ce qui n'a pas été, et ce qui n'a pas eu lieu. D'après le leader des grévistes, le groupement professionnel des aconniers du Cameroun a entamé les négociations avec le port autonome de Douala en leur absence. Par conséquent, aucun accord n'a été trouvé. La position de Docker est que le Docker a accepté, le Docker a dit qu'il faut qu'il rentre dans sa position, qu'il faut automatiquement qu'on laisse le travail. Parce qu'il nous avait demandé de reprendre le travail, on a repris le travail. Et qu'on doit attendre lundi, on doit nous donner ce qu'on nous a demandé. Lundi, là, qui était hier, ils n'ont rien demandé. Les manutenciers nous ont par ailleurs fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus être pris en charge par le groupement professionnel des aconniers du Cameroun, mais plutôt par le port autonome de Douala. On ne veut plus le GEPAC. Si déjà le GEPAC peut nous prendre, si le PAD peut déjà nous prendre en charge, on sera fiers. On n'a plus besoin du GEPAC. Ils souhaitent par ailleurs que leur situation soit prise en compte par la présidence de la République, tel que cela est inscrit sur une pancarte. Les deux causes posent comme préalable à la reprise du service, entre autres le contrat d'assurance, la résolution des états généraux des dockers, le salaire de base ou encore la carte unique pour les travailleurs dockers. Environ 4000 dockers sont concernés par ce débrayage entamé le 11 mai qui se poursuit.
Un circuit de trafic de chanvre indien et de recel de motos a été identifié et démantelé dans une banlieue de Douala. La police dit avoir identifié parmi les présumés membres de ce gang de malfrats des repris de justice. Le récit des faits avec Julienne Berthe-Bissaille. Bouffée d'air fraîche pour les populations installées à PK19 à Douala. Ces dernières viennent d'être libérées de 5 présumés malfrats qui sémaient la terreur dans ce quartier. La nuit de mardi à mercredi, un collègue de la même association nous a fait part qu'il a été victime d'un braquage. Il a été menotté, attaché, bon, sa moto a disparu. Suite à cet événement, nous nous sommes immobilisés comme d'habitude. On a démantelé tout le réseau et on a pu mettre main à ce gang de braquage. Les forces de l'ordre présentent certains comme des repris de justice, tandis que d'autres clament leur innocence. Je ne sais absolument rien ce qui m'amène ici. Les gars sont venus arranger la moto chez moi, la moto avec crevaison, et ça n'a pas de pression. Et après 1 heure du temps, on vient récupérer cette moto. Voilà quand je me retrouve ici là. Je suis mécanicien de profession. Aux dernières heures de leur arrestation, ces hors-la-loi détenaient 17 paquets de chanvre indien, 3 motos. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le durcissement de ton des dockers qui sont des manutentionnaires au port autonome de Douala. Après l'échec des négociations, ils ont déserté la plateforme portuaire pour descendre dans la rue pour crier leur colère face au manque de considération de leurs revendications portant entre autres sur l'amélioration générale de leurs conditions de travail. La multiplication des opérateurs de télécommunications et de téléphonie mobile n'a vraiment rien changé au coût d'accès à l'Internet. Il demeure élevé et coûte encore cher au Cameroun. Le faible taux de pénétration d'Internet plombe davantage le développement de l'économie numérique. Une série de reportages et d'analyses mettent en avant les points faibles du Cameroun et le manque d'encadrement des startups qui innovent pourtant dans le secteur des nouvelles technologies. On en parle dans ce journal. Après 4 jours de révolte militaire, un calme précaire règne à Bouaké et Abidjan en Côte d'Ivoire. Les soldats mutants ont signé un accord secret avec le gouvernement avant de rentrer dans les casernes. Cette multiplication des mutineries suscite des interrogations sur l'avenir sociopolitique de la Côte d'Ivoire. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Ils sont à nouveau descendus dans la rue pour crier leur colère face au manque de considération de leurs revendications, portant entre autres sur l'amélioration générale de leurs conditions de travail. Il s'agit des dockers qui sont des manutentionnaires au port autonome de Douala après l'échec des négociations avec les autorités administratives, mais aussi le groupement professionnel des aconniers du Cameroun. Ils ont à nouveau durci le ton pour mettre la pression sur leurs employés. Innocent Abega et Étienne Pascal Azégué. Zéro prise en compte de leurs revendications, zéro travail. C'est la décision que l'ensemble des travailleurs dockers ont pris ce 16 mai, eux qui se sont réunis en grand nombre à l'ancienne direction générale des douanes à Douala. Ce durcissement de ton des dockers fait suite à l'échec des négociations entamées entre le groupement professionnel des aconniers du Cameroun d'une part et les dockers d'autre part au port autonome de Douala. La réunion d'hier, lundi le 15, était qu'on devait aller là-bas, c'était pour rapporter, pour avoir un succès de nos réclamations. Donc on n'allait plus là-bas pour aller discuter ou débattre. C'était pour qu'ils nous disent que par rapport au point que vous avez souligné, et c'est devant le regard ignorant des pouvoirs publics. Depuis Colbesson, plus précisément Karamba, pour Equinox Télévision, Emmanuel Job, Yannick Bazoua. À présent, les images d'un incendie survenu très tôt ce matin dans un marché situé à Bamenda, dans la région du nord-ouest. L'on note que près de 4 boutiques et une buvette sont parties en fumée dans la nuit au marché de Bamenda-Kwen, dans la région du nord-ouest. L'origine des flammes reste
inconnu, mais les populations soutiennent soupçonnent un incendie, une main criminelle, due au refus de certaines personnes de cette partie de la ville de respecter le mot d'ordre de grève relatif à la ville morte qui pèse également sur la capitale régionale du Nord-Ouest. Près de 4 boutiques parties en fumée et une buvette, des commerçants qui n'avaient que leurs yeux pour pleurer face aux énormes dégâts matériels enregistrés, pas de perte en vie humaine. Des enquêtes qui se poursuivent du côté de la police pour déterminer les causes réelles de cet incendie. Restons dans la région du Nord-Ouest où le gouvernement a essuyé plusieurs critiques en raison de la dégradation des routes autour de Bamenda. Le ministre de l'économie, le ministre des travaux publics, vous le voyez en image, en discussion avec le chairman du SDF, s'y est rendu pour annoncer le lancement des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, du contournement de la falaise de Bamenda et la traversée urbaine du chef-lieu de la région du Nord-Ouest sur un financement conjoint de la Banque mondiale à hauteur de plus de 60 milliards de francs CFA. Emmanuel Nganou-Djoumessi, qui est dans la région du Nord-Ouest, pour également évaluer les programmes d'entretien routier. Au sujet de cette route dégradée entre Babadjou et Bamenda, je vous propose de suivre un conducteur qui a l'habitude de faire cette ligne, un automobiliste qui revient sur les difficultés à pouvoir effectuer le parcours entre Babadjou et Bamenda dans la région du Nord-Ouest. C'est bon. Moi c'est monsieur Chofo, c'est un Chofo, donc je suis taximan, je fais le transport ici là. Bon, pour la route là, nous ne parvenons même pas à nous en sortir, d'autant plus avec les acrobaties de la route, les creux partout, on se trouve comme ça au marché Njengso. Vous-même, si vous pouvez constater avec l'état de la route, les creux partout, les chauffeurs chargent même en route comme ça là. Donc, pour arriver à Bouddha, et puis ça devient même un parcours de combattants. Pour les creux qui sont en route là, on ne parvient plus à s'en sortir. Avec la route là, si, bon, je me dis que comme le ministre nous avait promis la route pendant, tu vas faire ça après un mois. 2 couteaux, un téléviseur, un lecteur DVD et plusieurs produits agroalimentaires. En attendant les résultats de l'enquête ouverte par le commissaire Mignem, ces présumés malfrats méditent leur sort dans les cellules du commissariat 17e. Elles ont perdu le sommeil depuis le retour des premières pluies. Ce sont des populations résidant dans les zones marécageuses de Kolbison à Yaoundé. Elles subissent des inondations à chaque averse de pluie. Les dégâts matériels sont importants et l'inquiétude prend de l'ampleur au regard des scénarios catastrophes vécus durant la grande saison de pluie l'année dernière. Comment ces populations s'organisent en cette période de tous les dangers? Réponse dans ce reportage de Emmanuel Diop et Yannick Mbazoua. C'est un cri de détresse lancé par les habitants de Kolbison à Yaoundé, au lieu dit entre échangeurs et Karamba, en cette période de saison pluvieuse où les inondations font des ravages dans les habitations. Les inondations sont toujours là. Les premières pluies de mai là, je ne connais pas bien la date, mais ça a inondé. Ça a inondé même jusqu'à dedans. Depuis que les pluies ont commencé, on a déjà eu une inondation une fois. L'eau est entrée, mais pas dans le salon, dans les chambres. Donc comme ma chambre que vous avez vu dehors là, l'eau était entrée dedans. Ici, sur les murs des domiciles touchés, des traces indiquent à suffisance la hauteur des eaux. Et c'est en victime résignée que certains habitants essayent tant bien que mal de résoudre cette équation. On a mis les machins, les planches en haut. On pose les choses là. On superpose les lits. On pose les choses là. L'eau est ici en bas. Quand il finit de pleuvoir, l'autre descend, on enlève l'autre. Comme il y a les placards partout, on roule nos matelas, on pose ça en haut, des placards. Les choses qui peuvent mouiller, les téléviseurs, on pose ça en haut. C'est quand on voit déjà que le derrière là inonde déjà, bon, on commence à monter les choses en haut, arranger les choses. Une situation qui s'apaise peu à peu depuis le début des travaux d'aménagement du principal cours d'eau du coin. Bon, on peut dire que le problème a été résolu, mais on a notre petit problème, c'est que on aimerait qu'on puisse agrandir le lit de la rivière parce que c'est vraiment bouché là. Et avec le temps, avec notre incivisme et tout le reste, on se dit que les problèmes vont continuer. Donc si on peut
dégager le lit de la rivière. Ça va permettre que les eaux circulent normalement. Depuis le retour des pluies, les populations de ce quartier de l'arrondissement de Yaoundé 7 se battent du mieux qu'elles peuvent pour que l'eau n'entre pas dans leurs domiciles respectifs. Aujourd'hui en mai de pluie, nous attendons aussi ça pour voir si ça va se réaliser. Mais les pneus, nous cassent les gens de partout, les pneus. Donc on ne sait même pas comment ça se passe avec le gouvernement. Vous l'avez suivi, l'appréhension des populations de Bamenda. Le ministre des Travaux publics, Emmanuel Ngano Djoumessi, séjourne justement dans le chef-lieu de la région du Nord-Ouest. Il a annoncé ce matin le lancement des travaux de reconstruction de la route Babadjou-Bamenda, du contournement de la falaise à Bamenda et la traversée urbaine de la capitale régionale du Nord-Ouest sur un cofinancement de la Banque mondiale à hauteur de 60 milliards de francs CFA. Malgré la multiplication des opérateurs de télécommunications, le coût d'accès à Internet demeure encore élevé. Le faible taux de pénétration d'Internet au Cameroun plombe davantage le développement de l'économie numérique. À l'occasion d'un forum international qui se tient à Yaoundé, des experts ont identifié les points faibles du Cameroun. Il s'agit de l'insuffisance des infrastructures et l'incapacité des pouvoirs publics à assurer une bonne régulation de tous les domaines d'activité dans lesquels interviennent l'économie numérique. Emmanuel Job, Joël Essengue et Ike Cyril. Yaoundé abrite le Forum international sur l'économie numérique au Cameroun. Mais de quelle économie numérique s'agit-il si Internet continue d'être inaccessible au Cameroun? Internet, c'est le pilier de l'économie numérique. Il n'y a pas d'économie numérique sans avoir Internet, sans avoir accès à Internet, entendez. Il faut que nous fassions tout ce qui est de notre possible pour mettre en place les infrastructures. Il faut que la gouvernance puisse changer, puisse s'adapter, puisse se transformer, puisse se métamorphoser même. Les experts réunis à Yaoundé sont d'avis que sans Internet, on ne saurait parler d'économie numérique. Ce d'autant que il est arrivé que Internet soit coupé au Cameroun pendant de longs moments, comme c'était le cas récemment dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est un danger. Imaginez vous qu'un matin vous vous leviez et que tous vos fichiers sont bloqués dans tous les ministères, inclus les ministères sensibles du Cameroun. C'est un pays qui serait paralysé. C'est pour ça qu'il faut davantage investir dans la recherche, exploiter la matière grise du génie camerounais pour se protéger effectivement de ce genre d'attaques et de problèmes dans le futur. Autre frein à l'accès à Internet au Cameroun, c'est le coût très élevé de la connexion qui résulte de l'absence de régulation. Le régulateur doit faire son travail, mettre véritablement en place un système